terme, moi je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Une énorme histoire de corruption là derrière, et tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça, mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. La Palme d'Or, c'est le professeur François Raffi de Nantes, 541 729 €, dont 52 812 € de Gilead. Je suis en colère comme ma famille. Moi, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes. Il était âgé, certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène. Il aurait pu être sauvé par le traitement. Eh bien, les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit on a interdiction de prescrire parce que le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il fallait pas donner. J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée et j'étais sidéré par le discours de notre président hier qui a dit tout va bien, on était les meilleurs, alors que regardez bien, la France est championne du monde de la mortalité quand on la compte bien, parce que souvent on nous présente la mortalité, le nombre de morts sur le nombre d'habitants. Quand on regarde la mortalité qu'on appelle la létalité dans le jargon scientifique, et le nombre de morts sur le nombre de cas, la France est la dernière du monde. Vous dénoncez de nombreux conflits d'intérêts autour donc de cette polémique entre Didier Raoult et certains de ses confrères. Vous dénoncez notamment donc je l'ai dit, ce tabassage médiatique sur BFM TV. Vous parlez aussi de 3 autres médecins, alors je vais les citer, puisque on est dans les incorrectibles, il n'y a pas de sujet tabou. Vous parlez de Karine Lacombe, Xavier Lescure et Gilbert Deray. Alors pourquoi il ne faut pas donner de la chloroquine et de l'azithromycine à tout le monde? D'abord parce qu'il n'y en a pas le moins début de preuve, et là encore je pèse mes mots, d'efficacité. On a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead, et c'est parfaitement matché. Donc ces 3 personnes sont montées au créneau pour attaquer Raoult, mais elles ont oublié de déclarer dans leurs interviews à leurs auditeurs qu'elles avaient des liens d'intérêt avérés et déclarés officiellement, puisque vous savez que depuis le scandale du Mediator, les médecins sont obligés de déclarer leurs liens d'intérêt avec les laboratoires. Eh bien, ils avaient des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Donc je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence au sens étymologique. Donc c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Donc je vous suggère très fortement de vous poser la question de savoir le niveau, que moi je n'avais jamais vu, d'influence d'une seule compagnie sur le fonctionnement qui, à mon sens, inclut dans le monde des choses qui sont bien au-delà de celles du Mediator. Les laboratoires Gilead allaient donc commercialiser le Remdesivir à raison d'un traitement à 3 400 $ à peu près. Le Lancet, pour moi, c'est la Bible. Pour moi, le Lancet, j'ai vécu toute ma vie avec le Lancet, le New England Journal of Medicine. Gérard est comme moi. C'est des gens. C'est ce qui a fait ou défait les carrières. C'est beaucoup plus fondamental que des publications. C'est majeur. Bon, c'est majeur. Ce sont des journaux majeurs. Voilà. Quand les choses deviennent significatives, c'est de l'éthique basale. Et l'éthique n'a rien à voir avec la méthodologie, c'est 2 choses distinctes. L'éthique basale, c'est que quand on a la preuve que quelque chose marche, et on doit le faire à mi-chemin, quand on a la preuve que quelque chose marche, on arrête l'essai. Donc je suis désolé que vous n'aimez pas mon essai, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a toutes les bases d'un essai, de la seule manière de faire des essais, qui est de faire des essais comparatifs et d'avoir une différence significative. Eh bien, je suis extrêmement en colère, comme je pense tous les scientifiques du monde, de voir qu'il peut y avoir à un moment donné des articles qui sont des articles, et ça c'est pas une polémique, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui est très grave. C'est comment on peut arriver à faire des fake news dans des journaux comme ceux-là. L'étude du Lancet, c'est une fake news. Mais c'est ce qui est écrit par tous les scientifiques aujourd'hui du monde. Le professeur Jacques Rennes de Montpellier, 291 741 €, dont 48 006 de Gilead et 64 493 € d'un autre laboratoire, AbbVie. Voilà. Et il a été effectivement chargé de piloter des essais. On demande à ces gens-là leurs données, ils ne les donnent pas. Le Lancet a écrit lui-même, hier, a été obligé d'envoyer à ses lecteurs en disant
On vous signale qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur les résultats parce que les auteurs veulent pas nous donner les résultats. Le New England Journal of Medicine a fait avant-hier, la même chose. Le professeur Karine Lacombe de Paris à Saint-Antoine, 212 209 €, dont 28 412 de Gilead. Chez les personnes qui ne sont pas hospitalisées, la chloroquine ne peut pas marcher. Pour aller jusqu'au bout des choses, moi j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19 quand même. Moi j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il faisait, d'ailleurs je leur répondrais en leur vous voyant, je le ferais pas. On voit que Karine Lacombe a été, je dis bien, consultant, a été, hein, on peut pas savoir exactement, mais en tout cas elle y a été, conseiller, consultant et membre du conseil d'administration du laboratoire ADVI, BSM, mais surtout de Gilead. Alors Guy Courtois, je vous écoute. On a beaucoup entendu parler, là vous en parlez pas, des intérêts économiques, financiers des labos qui seraient opposés, qui auraient tout fait pour qu'on n'utilise pas certains médicaments, je résume, qui étaient trop bon marché, qui leur rapportaient rien. Et puis après, on nous a fait le coup de la chloroquine avec des études complètement bidons, alimentées par l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a une énorme histoire de corruption là derrière. Vous êtes du côté de Didier Raoult, très clairement. Didier Raoult, lui... Le professeur Christian Chidiac de Lyon, 90 741 €, dont 16 563 € de Gilead. Je rappelle, son adjointe, la professeure Florence Adair, est l'investigatrice principale de Discovery. Vous savez que Discovery a sombré corps et biens après qu'il n'y ait pas eu du tout assez de patients qui étaient présents. C'est vrai ou pas? Alors oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous avez trouvé des preuves? On a trouvé, faisceaux. On a trouvé vraiment un très grand nombre de faisceaux convergents qui nous permettent d'affirmer dans notre livre qu'il y a eu une véritable influence, notamment du laboratoire pharmaceutique Gilead, on peut le nommer, qui a poussé son médicament. Familièrement, on dirait qu'il balance le professeur Raoult. Que vous inspire clairement ces accusations? Écoutez, je pense que réduire à Gilead, c'est insuffisant probablement parce qu'on voit très bien que l'OMS, par exemple, également, d'ailleurs Monsieur Raoult a été interrogé sur l'OMS, a essayé d'influencer un certain nombre de choses. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Tous mes confrères médecins qui ont été touchés par le Covid-19 ont tous pris de la chloroquine. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à dire que on va attendre des études pour savoir ce qu'on fait. Ma foi, je pense que il faut vraiment se donner toutes les chances pour les malades. La question du lobbying pharmaceutique, c'est une vraie question et je pense qu'elle est au cœur de cette crise et au cœur de la problématique de Didier Raoult. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est la problématique ce qu'on appelle du repositioning. C'est-à-dire la réutilisation d'anciennes molécules pour traiter de nouvelles maladies. Vous savez que l'OMS a écrit des rapports il y a longtemps. Quand est-ce qu'il est éthique d'utiliser un placebo? C'est pas moi qui l'invente. Si un traitement marche très très bien, il n'y a aucun besoin d'un placebo. Le placebo a été inventé pour des traitements qui marchent pas très bien. Mais le problème, c'est que ces molécules-là, en fait, ne rapportent plus d'argent parce qu'elles sont génériquées. Et donc, elles n'intéressent pas grand monde. Et c'est un problème qui existait bien avant la crise, puisqu'il y a certaines maladies qu'on pourrait peut-être guérir avec des anciennes molécules, mais personne n'investit dans la recherche pour pouvoir le faire, parce que personne ne gagnerait de l'argent. Je pense qu'il faut plutôt comprendre qu'il y a des intérêts financiers qui, à mon sens, sont pluriels. Et c'est vrai que Gilead, il y a beaucoup de suspicions sur ce laboratoire, parce que plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y avait plein de pions de Gilead à la fois dans le conseil scientifique, dans d'autres, dans les études, et en particulier des études françaises qui n'ont pas abouti. François David, 59 ans, atteint de Covid-19, subit 39 de fièvre depuis mardi dernier, hospitalisé à l'IHU de Marseille. Il suit le traitement à base de chloroquine. Le traitement par lui-même, il y a 2 cachets, matin, midi et soir. Au bout de 5 jours, écoutez, ça va mieux. Il reste cette fièvre qui va tomber, je pense. Tous les matins, à 4 heures du matin, il y a une infirmière qui vient et qui me met un gros coton-tige dans le fond de ma narine pour détecter le virus. Ils m'ont tenu au courant en me disant que ça avait bien baissé. Ça diminue et ça va soigner.
Donc il y avait des gens impliqués comme cela. Donc Monsieur Raoult finalement a mis en évidence une facette, mais je pense que c'est beaucoup plus large que cela. Et effectivement, il faut que les journalistes et les juristes se penchent sur ce sujet. Pardon, des conflits d'intérêts qui sont extrêmement multiples. C'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. La méthodologie n'est pas de la science, c'est un outil de la science, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas me dire que mes essais ne sont pas, parce que vous avez dit avant, et c'est vrai, je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là, il sera aussi. Quand on a des représentants pour l'État français dans les conseils scientifiques ou dans le CAIR ou dans d'autres structures qui ont été censées aider à gérer la crise, avec des intervenants qui ont touché jusqu'à 250 000 euros d'argent de l'industrie pharmaceutique, on peut quand même vraiment se questionner, sont-ce les bonnes personnes pour conseiller le président et les ministres dans la crise. Il y a eu le moins de décès chez les patients hospitalisés. Je suis fier de ce résultat. Parce que vous leur avez donné de l'hydrochloroquine. Bien sûr. On l'a fait dans le cadre du décret parce qu'on était un peu encadré, mais chez les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient avec une pneumonie, qui avaient besoin d'un peu d'oxygène, on les a traités systématiquement par hydroxychloroquine, azithromycine. Et on a eu, le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. Et c'est un laboratoire, ne l'oublions pas pour terminer, qui a eu tout de même, je vais pas dire le toupet, je vais dire la répugnance de mettre sur le marché un médicament contre l'hépatite C, 40 000 $ dans les pays riches et 300 $ en Inde. En Inde, ils le vendaient 300 $, donc ça veut dire qu'ils perdaient pas d'argent à 300 $. Et dans les pays riches, ils le vendaient à 40 000, le traitement. Alors évidemment, mes collègues qui ont interdit partout dans certains services l'hydroxychloroquine m'en veulent parce que maintenant les résultats ils éclatent au grand jour. Mais vous en veulent aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des conflits d'intérêts et que parce que vous avez dit qu'en fait ils étaient en gros achetés par des labos. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. Il y a eu déjà des articles dans Mediapart, dans Marianne. Je suis pas le premier à avoir mis ça en avant. On peut observer, c'est que les conditions qui ont été imposées au traitement de Marseille pour être reconnues comme valides sont totalement différentes que celles qui sont accordées au Remdesivir, qui, en l'occurrence, bénéficie de facilités, mais scandaleuses quant à sa recommandation par l'Agence européenne des médicaments. Et le ministre, et ça j'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier, avant de s'appuyer sur ses experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Abbott, qui sont concernés là-dedans, ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Et là, il y a une inégalité de traitement et un manque d'éthique et de déontologie de la part des autorités qui est tellement spectaculaire qu'à vrai dire, on ne voit pas d'autre cause à cette différence que le jeu du travail d'influence et de manipulation des autorités. Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en leur vous voyant. Je le ferais pas. Vous voyez? C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la suivi et a menacé de radiation des médecins. Et vous dites c'est évident, non, puisqu'il n'y en a pas un qui dit la même chose chez vous. C'est publié. Et c'est publié. Mais Raoult, il est en train de publier sur 3700 malades, ça marche, c'est totalement démontré. Alors pourquoi Parce qu'il y a la communauté scientifique, c'est quand vous dites tous les médecins, c'est quelques dizaines de personnes à Paris qui sont dans les sphères intellectuelles, qui ont des conflits d'intérêts majeurs. Ah bon? Évidemment. J'ai vu ça à mon époque. Moi, quand j'étais jeune, et ça, c'était les antibiotiques. Et donc, je me rappelle, j'ai décidé de faire ça du tout parce qu'il y avait une croisière qui avait été organisée par un médicament qui a disparu maintenant, ça s'appelle la péflacine, où il y avait 700 médecins qui avaient été invités. Et vous savez que les premières règles sur la déclaration obligatoire des liens d'intérêt a été faite après que Merck ait invité tous les médecins de France à aller en Chine pour des congrès factices. On a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Vous n'avez pas guéri selon les règles. On est dans les médecins malgré lui, c'est Diafoirus, c'est Molière. Parce que vous me demandez pourquoi je suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que c'était pas un conseil scientifique. Ouais.
et que je fais pas de présence, j'ai pas le temps. Et donc les gens qui étaient là n'étaient pas. Je sais ce que c'est un conseil scientifique. Moi j'ai un conseil scientifique pour l'IHU, je vous assure qu'il fait rêver le monde entier, de qualité. C'est que des stars de leur domaine. C'est pas ça. C'est un conseil scientifique. Pour moi, c'était pour donner des conseils scientifiques, déterminer quels étaient les projets scientifiques. C'était pas à nous de réfléchir sur le confinement ou sur le truc. Personne ne sait répondre à ça. De toute façon, tout ça c'est pas prouvé. Il faut demander l'avis des sociétés savantes. Il faut que tout soit prouvé. Savantes. Et les sociétés savantes, elles sont complètement corrompues. La plupart des sociétés savantes, ils ont des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur leur compte en banque, qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc tout ça, cette obsession que moi j'ai vue depuis le début d'essayer de traiter les gens avec le remdesivir, si vous voulez, est quelque chose qui de toute manière ne menait à rien, parce que même s'ils avaient réussi à montrer qu'il y a quelque chose, de toute manière on n'aurait pas de médicaments maintenant, parce qu'il n'y en a pas. D'accord ? Et donc il faut se poser la question de savoir si ça c'était vraiment purement du jeu boursier. Est-ce que c'était juste pour faire monter la valeur de Gilead avant la fusion avec AstraZeneca? Est-ce que c'était ça l'objectif? Là, j'étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d'experts avec l'industrie pharmaceutique et cette corruption. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption. Ministres qui se baladent en France, qui sont prêts à rencontrer l'ensemble des Français, sauf cette catégorie de citoyens avant tout, mais qui portent un gilet jaune. Donc on sera là le 12 septembre. Je prends les risques de pouvoir lancer cet appel. D'autres personnes vont nous rejoindre, d'autres groupes vont nous rejoindre pour pouvoir faire évoluer les choses et ne pas sans cesse parler d'un Covid qui aujourd'hui embête les Français et qui empêche de vivre les Français. Je sais que des jeunes de mon service ont subi des pressions, ils sont très angoissés puisqu'on leur a fait des menaces par téléphone et ça c'est inacceptable. Des menaces de quoi ? Je sais pas, en disant, travaille plus avec ce charlatan en parlant de moi, ta carrière est fichue, et puis du coup, ils ont peur. Et on le voit sur le terrain, ça fait plusieurs semaines que je fais le tour de France, que je m'amuse à aller voir l'ensemble des contestataires de France, et qui sont fatigués de cette situation, et qui voudraient avoir des réponses et surtout des solutions. Chose qu'aujourd'hui le gouvernement est incapable de nous apporter, à savoir qu'un gouvernement qui aujourd'hui est incapable d'apporter des réponses aux Français ne va utiliser qu'un système de violence et de répression, à défaut de pouvoir s'installer autour d'une table et de pouvoir discuter.